Bonjour les parents qui cheminent. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'entente dans la fratrie. En fait, je réponds à une question de Marie qui m'écrit: mes deux grands sont très proches. Comment faciliter l'intégration du petit dernier dans cette dynamique familiale? Alors, pour mettre un peu plus de contexte, il faut savoir que les enfants de Marie ont 4 ans et 5 ans et demi pour les plus grands et moins d'un an pour le dernier. Donc la préoccupation est un peu une préoccupation, on va dire, d'anticipation, puisqu'il est logique que les deux grands, entre guillemets, puisqu'ils ont 4 ans et 5 ans et demi, n'incluent pas encore complètement leur petit frère de moins d'un an dans leur jeu. Mais la question de Marie, c'est vraiment cette intégration dans le sens où, comme les deux grands sont très proches, est-ce qu'ils vont laisser de la place à leur petit frère? Alors, la question est super intéressante parce que du coup, ce que ça m'inspire déjà, avant même de commencer à voir quels seraient les conseils pour cela, c'est la conscience de la raison pour laquelle on se pose la question, puisque l'éducation positive, on appelle aussi ça l'éducation consciente, et c'est un terme qui me plaît et me parle particulièrement, puisque l'idée, c'est vraiment de régulièrement faire un pas en arrière et se poser des questions sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on veut développer à long terme et sur les effets effectivement de nos attitudes par rapport à nos enfants pour se positionner un peu différemment. Donc déjà la prise de conscience ici, enfin ou du moins c'est pas vraiment une prise de conscience, mais l'étape de conscience on va dire ici, ce serait à mon avis de se poser la question de pourquoi Marie est attachée au fait que ses enfants s'entendent tous bien, c'est-à-dire pourquoi elle tient à ce que le plus jeune des enfants arrive à intégrer cette dynamique familiale déjà établie des deux plus grands. Alors, la réponse peut sembler évidente, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question parce que ça permet de voir vers quoi on se dirige, ce qu'on aime, ce à quoi on aspire, ce vers quoi on veut orienter notre boussole. Peut-être que dans la famille de Marie, il y a un besoin d'harmonie. Enfin, chez Marie, il y a un besoin d'harmonie dans la famille. Peut-être qu'il y a un besoin de collaboration et de coopération. Peut-être, voilà, selon ce qu'elle recherche exactement, c'est pas tout à fait la même chose qu'elle va chercher à développer entre ses enfants. Peut-être que c'est un besoin d'empathie, peut-être que c'est un besoin de partage. Et le fait d'être dirigé par ces envies-là, c'est le fait de l'envie de nourrir ces besoins-là, ça va pouvoir lui permettre de créer des choses qui ressemblent à ce qu'elle veut créer et de partir de cette envie-là, c'est intéressant. Et à la fois, dans cette étape de conscience, il y a aussi non seulement donc tous les aspects positifs qui nous attirent vers quelque chose, mais également le fait d'être parfois dirigé par ses peurs. Pourquoi se pose-t-elle la question en avance ? Peut-être parce qu'elle craint que justement le plus jeune ne soit pas inclus dans ce duo que forment les deux plus grands. Peut-être parce que quelque part il y a une espèce de peur du rejet qui vient peut-être aussi de son histoire à elle. Et donc c'est intéressant d'être dirigé, oui, plus par ses envies, ses aspirations que par ses peurs. Donc c'est intéressant de s'arrêter une seconde pour voir un petit peu ce qui se cache derrière cette question-là, parce que après tout, le fait que le petit ne soit pas encore intégré au jeu des grands, pour l'instant, c'est assez naturel. Et donc, peut-être qu'il n'y aura rien besoin de faire pour que ça se passe tout naturellement et que cette crainte n'a pas vraiment lieu d'être. Et donc, un peu comme le dit ma mère, le pire n'est pas certain. Donc, pourquoi Marie prend-elle le temps de s'interroger en avance de phase là-dessus ? Peut-être que chez elle, il y a une peur qui fait écho à quelque chose qu'elle aurait vécu. Je ne suis pas en train de jouer les psychologues et de dire qu'il faut absolument que Marie guérisse de ses propres peurs avant d'aborder son rôle de maman. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est intéressant de se poser la question de d'où viennent de l'origine de nos interrogations et de nos envies. Voilà. Et puis, du coup, pour essayer si on voit qu'il y a des peurs là-dedans, pour essayer d'en sortir, parce que finalement toutes les familles sont pas pareilles et toutes les situations ont leurs avantages et leurs inconvénients, ce que je trouverais intéressant, c'est de se poser la question de justement quels seraient les avantages d'une dynamique familiale dans laquelle les deux grands restent très complices sans forcément inclure le dernier. Quels seraient les avantages pour ces deux grands et quels seraient les avantages pour le dernier? Parce que, encore une fois, là aussi, il y aurait des avantages. Il y a évidemment des avantages au fait qu'ils soient tous copains ensemble, mais il y a aussi des avantages à l'autre situation. Je fais exprès
traîner un petit peu dans cette remarque-là pour que vous ayez le temps vous-même de digérer ou de réfléchir aux avantages que ça pourrait être avant moi-même d'en suggérer. Alors, quels avantages on peut voir effectivement à ça ? Par exemple, effectivement, consolider une complicité. Et bien sûr qu'on a envie que tous nos enfants s'entendent bien entre eux, mais une complicité particulière entre deux d'entre eux, c'est leur montrer ce que c'est que d'être complice, c'est leur créer un confident, c'est leur offrir des opportunités de partage, c'est créer un lien fort, c'est une vraie opportunité pour eux. Mais même pour le plus jeune, ça peut être de plus facilement développer son autonomie, de savoir se positionner lui sans être dépendant des grands, parce qu'il y a des familles dans lesquelles, au contraire, le petit, on est tellement attaché à lui, à le couver, etc., qu'il a du mal à considérer qu'il a sa place sans qu'on s'occupe de lui. Peut-être que si on se retrouve dans une dynamique familiale dans laquelle les deux grands intègrent peu le plus jeune, peut-être au contraire que cet enfant va pouvoir développer une confiance en lui qu'il développera moins s'il est mieux intégré. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pousse peut-être un peu les choses, mais c'est intéressant de se poser ces questions-là et de voir qu'il y a des avantages et des inconvénients à toute situation. Bien. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a pris conscience, on peut quand même se poser la question de comment faciliter l'intégration du petit dernier dans cette dynamique familiale comme cela pose Marie. Alors, déjà, le premier conseil que j'aurais à donner à Marie là-dessus, c'est que c'est toujours plus facile de chercher plus de quelque chose que moins de quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu de s'attacher au lieu de s'arrêter sur les moments où le petit n'est pas intégré et essayer de faire disparaître ces moments-là, il vaut mieux chercher les moments où le petit est intégré et essayer de développer ces moments-là. Et c'est toujours plus simple de développer quelque chose qui existe déjà et qu'on veut faire grandir et à quoi on veut donner plus de place que de partir de quelque chose qu'on veut voir disparaître. Parce que l'énergie qu'on met face à quelque chose qu'on a envie de voir grandir, elle est justement dans la construction, dans l'élan, dans le développement, contrairement à cette énergie un petit peu négative de rejet en fait. D'accord ? Et partant de là, ce qui est intéressant, c'est d'accentuer les moments où ça arrive, parce qu'il y a forcément, même si les grands ont une grande complicité, il y a forcément certains moments où le plus jeune est effectivement intégré. Et donc, le premier comportement qui peut aider de la part du parent, c'est d'accentuer les moments où ça arrive, avec par exemple une réflexion de l'ordre de « j'ai l'impression que vous passez un chouette moment tous ensemble ». Et là, vous voyez bien que dans ma réflexion, je suis uniquement dans la description. Et moi, j'ai l'impression, mais je n'affirme pas. Et c'est quelque chose que je pose comme hypothèse, le fait qu'ils passent un chouette moment tous ensemble. Et eux, ils ont le droit de penser ça ou de penser autrement. Ou alors, on peut même leur poser la question en fin de journée. C'était chouette quand vous avez fait ça avec votre petit frère ? Voilà. Et ils ont le droit de répondre ce qu'ils veulent. Et moi, ce que je fais en faisant ça, en faisant cette description, et en les interrogeant, c'est que je les aide à ancrer en eux le fait qu'ils passent effectivement de bons moments avec leur petit frère. Mais je ne suis pas ni dans le compliment, ni dans l'évaluation. L'évaluation, ce serait quelque chose du type c'est chouette quand vous passez un moment avec lui. Bravo pour ça les garçons. Ah, vous êtes tellement gentils de l'intégrer à votre jeu. Voilà. Là, on est dans le compliment et dans l'évaluation. Et ça risque de développer. Je le dis rapidement en glissant, mais c'est intéressant quand même pour voir quand on veut accentuer quelque chose qu'on aime, de quelle manière le faire. Ça risque d'accentuer un aspect, de développer, si on est trop dans le compliment et l'évaluation, un comportement qui est lié plus au fait de le faire pour faire plaisir à la maman, en l'occurrence, plutôt que de le faire pour le plaisir de le faire soi-même. Et ça change tout par rapport à la motivation interne ou externe, et donc le fait que ça continue à être fait quand on n'est pas là, par exemple. Et puis aussi, le fait de le faire parce qu'on a envie de le faire, et pas de se mettre à se comporter de sorte à plaire à l'autre, en fait, d'être plutôt à l'écoute de ce qui se passe en nous pour les enfants. Voilà, donc ça c'était le premier point, accentuer les moments où ça arrive en juste le soulignant, le décrivant, s'arrêter dessus pour que nos enfants voient ce qui se passe et qu'ils s'en rendent compte également. Voilà, on peut même accentuer ça aussi avec une espèce de rituel qui serait la complicité du jour, par exemple. Donc, par exemple, tous les soirs, on pourrait dire, tiens, quel a été le moment complice du jour ? Et
chaque jour noter, enfin décrire un moment où il y a eu une complicité avec un autre membre de la fratrie ou un autre membre de la famille. Ça pourrait être aussi avec le maman ou le papa, mais forcément quand on fait ça, il y aura des moments où il y aura complicité avec le plus jeune. Et encore une fois, c'est une façon de le mettre en valeur et donc d'aider l'enfant à être conscient de cette complicité qui existe déjà, même avec l'enfant qui est plus jeune. Voilà, donc ça c'est le côté chercher plus d'eux. Le deuxième conseil qu'on peut donner et qui va se décliner, c'est le fait de créer des opportunités pour intégrer ce plus jeune dans la dynamique familiale. Donc, quel genre d'opportunités il peut y avoir? Alors déjà, pour intégrer ce plus jeune, il y a cette notion de développer l'empathie en fait, le fait plus on a de l'empathie pour quelqu'un, plus on est proche de lui, plus on l'intègre dans nos préoccupations. Donc un jeu du type se mettre à la place d'eux me semble une piste pour pouvoir développer un peu l'empathie envers le plus jeune. J'imagine quelque chose du type, tiens, on fait un jeu, on imagine que là t'es ton petit frère et comment tu vois les choses depuis là quand ça se passe comme ça. Et donc se mettre à la place d'eux, se mettre dans les chaussures, dans la peau d'eux, c'est voir le monde d'un autre œil et donc de l'œil de l'autre, et ça peut permettre de développer aussi la complicité indirecte en fait dans la mesure où on comprend mieux ce que vit l'autre et donc on a plus envie d'être avec lui. Voilà, donc ça c'est une première opportunité. La deuxième opportunité, c'est leur demander aux plus grands de montrer à leurs petits frères comment on fait quelque chose. Alors, je ne parle pas forcément d'enseignement au sens de apprends-lui à, parce que les enfants qu'on met en position d'enseignement peuvent parfois prendre une posture un peu trop dans la directive, comme ils le reçoivent souvent de ceux qui leur enseignent, dans la directive, dans la correction, dans les remarques de ce qui ne va pas, etc. Donc juste veiller à ça quand on encourage un de nos enfants à enseigner quelque chose à un autre enfant, qu'il soit plus grand ou plus petit d'ailleurs, parce que parfois il y a des plus jeunes qui savent faire des choses que des plus âgés ne savent pas faire. C'est pas forcément lié à l'âge, même si ça l'est souvent puisque c'est une question d'expérience. Mais ne serait-ce que de lui montrer. Parce que, en fait, si on peut expliquer à nos enfants que chacun apprend particulièrement par le modèle, eh ben, on peut, dans ce cas, les encourager à montrer des choses, quitte à pas expliquer. Et montrer quelque chose pour inspirer l'autre, et inspirer en l'occurrence le petit frère, ben, c'est une bonne façon d'inclure le petit frère dans la dynamique familiale. J'imagine, par exemple, j'ai en tête, en même temps que je dis ça, un petit enfant qui est en train de jouer avec un jeu pour passer des formes dans des trous, vous voyez, comme c'est souvent le cas autour d'un an. Eh ben, on peut très bien imaginer un des grands qui joue à ça devant lui un moment juste. Il joue devant, parce que lui, il va savoir mettre les bonnes formes aux bons endroits, et puis c'est tout. Ensuite, il laisse le bébé faire, mais il le laisse faire sans commenter, parce que le plus jeune a besoin aussi d'essayer, de se tromper, etc. Mais le fait d'avoir vu le grand frère, il va voir que c'est possible. Ça peut être une façon de créer de la complicité entre les enfants. Voilà. La troisième idée qui me venait, c'était de faire carrément un petit jeu spécifique. Si vraiment Marie a envie de développer ça chez ses enfants, ça peut être qu'elle crée un petit jeu avec ses grands, qui soit des papiers à tirer pour faire l'activité minute avec le petit frère. Et ça va être des petits défis de l'ordre de jouer à coucou avec ton petit frère, faire rire ton frère, ça va être chanter une chanson, voilà, des choses comme ça. Ça peut être comme ça des petites activités qu'elle encouragera sous forme de jeu avec les plus grands. Voilà. Et la dernière idée que j'ai et qui va faire le lien avec cette espèce de parentalité consciente, c'est tout simplement d'inclure soi-même, le plus jeune, dans certains jeux qu'on fait avec les plus grands. Et pourquoi ça reboucle la boucle? Parce que, encore une fois, nos enfants n'apprennent jamais mieux que par le modèle. Et donc, si on se pose la question de comment ils peuvent, eux, intégrer le plus jeune dans la dynamique familiale, eh ben, la meilleure façon de faire, en fait, c'est de le faire nous-mêmes. C'est-à-dire de explicitement en le faisant, mais sans forcément l'expliciter oralement, nous inclure le plus jeune. Donc les exemples qui me viennent en tête, c'est par exemple, j'ai des souvenirs de moments où on faisait des jeux de société avec nos plus grands et que les plus jeunes étaient en fait à côté de nous et qu'on leur donnait certaines pièces. Typiquement, si on joue typiquement aux échecs, ben, au fur et à mesure que les pièces d'échecs étaient éliminées de l'échiquier, ben, les pièces d'échecs éliminées pouvaient être mises dans les mains du plus jeune qui lui jouait avec ses pièces, de sorte que d'un certain côté il était avec nous dans le jeu, même s'il ne participait pas au jeu puisqu'il n'en avait évidemment pas la possibilité à ce moment-là,
ça permettait quand même qu'ils soient inclus dans l'activité puisqu'ils jouent avec les mêmes choses et à côté de nous. Et ça, le faire nous-mêmes, c'est aussi une façon de montrer à nos enfants comment ils peuvent eux-mêmes le faire à un moment, par exemple, où les deux grands décident de jouer ensemble et d'avoir quand même la possibilité pour le petit d'être à côté sans que ce soit dérangeant et en se sentant faire partie de la démarche. Voilà les conseils que j'aurai aujourd'hui pour Marie et j'espère qu'ils vous ont parlé aussi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à le partager avec des parents que ça pourrait intéresser. Et puis si vous avez d'autres idées pour inclure le plus jeune, n'hésitez pas à m'envoyer un message à coralie@les6doigtsdelamain.com ou à laisser un commentaire sous l'article de ce podcast sur le blog. Et puis si vous avez d'autres questions à m'envoyer que vous aimeriez me voir débattre, auxquelles vous aimeriez me voir répondre dans ce podcast, de la même façon, vous pouvez me les envoyer par mail à coralie@les6doigtsdelamain.com. À bientôt et bon cheminement!